Bonjour Hervé Bordon. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe ITOP et nous nous rencontrons à Ludovia. ITOP, c'est quoi? Alors, ITOP aujourd'hui, c'est une société de 55 personnes qui est spécialisée dans l'édition de solutions logicielles pour l'éducation, donc de la maternelle jusqu'au bac, jusqu'au lycée, avec à la fois des ENT. Nous sommes leader national sur les ENT en France, avec à cette rentrée 2012 3,5 millions d'utilisateurs, 1800 établissements équipés. Nous avons également des solutions de vie scolaire à travers la solution EduCorus, donc solution de vie scolaire complètement webisée, qui s'intègre dans notre ENT ou qui peut être utilisée de manière indépendante. Et puis un catalogue de plus de 50 titres de ressources pédagogiques multimédia, que ce soit en langue, en histoire, en français, en mathématiques ou en sciences. Alors nous nous sommes rencontrés il y a maintenant quelques années, c'est pas très vieux je crois, nous étions en région Lorraine et vous réunissiez des enseignants, de nombreux enseignants et les autorités académiques et du Conseil régional de Lorraine. Parlez-nous un petit peu de votre ENT qui est utilisé actuellement en Lorraine, mais aussi par d'autres régions, par d'autres académies. Aujourd'hui, il y a 15 collectivités qui utilisent Net Collège, Net Lycée, puisque en enseignement secondaire, il s'appelle comme ça. La Lorraine est aujourd'hui effectivement la région la plus grosse utilisatrice en termes de nombre d'utilisateurs, puisqu'il y a 500 000 utilisateurs. Il y a la région, mais il y a également les départements. C'est ça. Un ensemble important, un groupement, comme on appelle, un groupement entre le rectorat, la région et les 4 départements composant cette région. Donc 500 000 utilisateurs sur à peu près 330 établissements scolaires, donc qui sont aujourd'hui tous déployés et qui utilisent depuis déjà 2008, donc avec une intériorité importante et donc des taux d'usage qui se développent de jour en jour de notre solution. Donc ça c'est pour la Lorraine, mais nous sommes également présents sur le Nord, nous sommes également présents sur l'Isère, les Alpes-Maritimes, le Conseil général des Hauts-de-Seine, le Conseil général du Val d'Oise, l'Oise, la Somme, donc une quinzaine de collectivités à travers la France qui nous font confiance et que nous accompagnons au quotidien. Mais j'ai rencontré là aujourd'hui, hier plus exactement, j'ai rencontré le CETIS de l'Académie de Nancy et M. Schuller, effectivement, qui s'occupe de la région, qui s'occupe des TIS à la région. Ils m'ont dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé là dans vos relations. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui a changé en 2012, on était à une étape du marché, puisque le marché initial qui avait été signé en 2008 arrivé à terme, il a fallu renouveler le marché. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, ITOP était encore une jeune structure, nous étions à l'époque qu'une vingtaine, et nous étions plutôt focalisés sur notre métier d'éditeur, donc on s'était associé à un intégrateur qui était en l'occurrence Atos, et en 2012 les choses ont beaucoup évolué puisque nous sommes aujourd'hui plus de 50 personnes, nous avons structuré notre activité avec l'équipe aujourd'hui en France la plus importante en termes de spécialistes de NT, et donc nous avons pris en charge l'intégralité du projet, à savoir à la fois le côté édition et production du logiciel, mais également le côté service, donc maintien en conditions opérationnelles, les serveurs, la formation, le support, l'accompagnement, donc l'intégralité du projet. Ce qui m'avait frappé en 2008, c'est que déjà à cette époque, vous étiez intéressé par les ressources numériques. Ce n'était pas très, très généralisé en France. Aujourd'hui, on se rend compte que l'ENT, c'est d'abord des usages pédagogiques, et pour qu'il y ait des usages pédagogiques, il faut des ressources. Où en êtes-vous de cet aspect du problème? Effectivement, nous très tôt dans l'ENT, on a perçu ce besoin d'avoir de compléments à l'ENT qui au départ est finalement une coquille vide, c'est un outil. C'est un outil, mais qu'il faut utiliser, qu'il faut remplir. Donc on a perçu très tôt ce besoin et cette pertinence d'adjoindre des ressources aux ENT. Donc on a fait l'acquisition en 2009 de la société Jericho, en 2011 du fonds éditorial de Carré Multimédia, donc pour avoir déjà une base, un catalogue conséquent que l'on a enrichi au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la complémentarité est de plus en plus présente entre l'ENT et les ressources qui font vraiment une continuité permanente. Un des exemples les plus significatifs que l'on a fait de cette continuité, de cette complémentarité, par exemple les dictionnaires Le Robert que l'on a intégrés il y a maintenant 2 ans, où au-delà d'un simple copier-coller du Robert avec le NT pour faire une liaison assez basique, on est allé plus loin pour faciliter l'usage, développer l'usage avec une fonctionnalité qui permet à chaque utilisateur de sélectionner un mot,
d'appuyer sur un bouton et automatiquement d'obtenir la définition du Robert ou la traduction quand il s'agit du Robert et Collins. Donc on travaille vraiment sur cette complémentarité ENT ressources qui est aujourd'hui très pertinent dans le développement des usages. Mais quand on voit la pratique enseignante, quand on connaît bien les enseignants, on se rend compte que les enseignants produisent beaucoup de ressources eux-mêmes. Produisant beaucoup de ressources, ils souhaitent également les mutualiser. Comment vous avez intégré cette dimension dans votre démarche commerciale? Alors, dans notre démarche sur les ressources, finalement, il y a deux aspects dans ce que souhaite un enseignant. Il y a effectivement l'aspect publication de ressources, et c'est ce qui a aussi fait le succès de notre solution dès le départ avec le travail collaboratif, puisque on a souvent accusé les enseignants de ne pas vouloir échanger ce qu'ils avaient à leur production, etc. Et on s'est aperçu que s'ils ne le faisaient pas, c'est parce que c'était pas simple à faire techniquement, et donc tout le travail collaboratif que nous avons mis en place dans nos solutions a permis déjà cet échange, cette mutualisation. Donc ça, c'est le premier aspect du partage des enseignants. Et finalement, on s'aperçoit que les enseignants, au-delà de produire des ressources, puisqu'il y en a un certain nombre qui le font, mais c'est un travail important, en fait, ce qu'ils veulent, c'est s'appuyer sur des ressources plus ou moins brutes, on va dire, et après, à partir de ça, reconstruire leurs propres ressources. Et donc, on a aussi dans nos solutions des modules qui permettent de construire des parcours pédagogiques à partir de micro-ressources, on va dire, qui vont agrémenter et agréger un peu comme ils souhaitent. Mais déjà en 2008, vous aviez, et ça m'avait également frappé, constitué une sorte de, comment dirais-je, de banque de données et beaucoup plus une association de banquiers, les enseignants, produisant eux-mêmes des ressources pour échanger, mutualiser. Où est-ce que vous en êtes là? Tout à fait. Nous, l'aspect communauté d'utilisateurs, échange entre les enseignants, est quelque chose qu'on a également fortement développé. Et chaque année, je crois que vous les réunissez. Voilà, on réunit tous les ans donc à travers un événement qui s'appelle les Net Journées, qui aujourd'hui a pris une ampleur nationale importante. Nous préparons la 5e édition pour 2013, début avril à Enghien-les-Bains. Après les précédentes éditions qui ont eu lieu en Lorraine et sur l'Académie de Nice les années précédentes, où on réunit entre 4 et 500 utilisateurs de tous horizons, à la fois géographiques, à la fois dans les fonctions de l'éducation nationale, que ce soit des enseignants, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des rectorats, toutes ces choses-là. Les collectivités également, puisqu'ils font partie prenante des projets. Donc on réunit toutes ces personnes-là pour qu'ils puissent échanger, mutualiser dans les pratiques, les usages, les ressources qu'ils peuvent faire. Et nous, ça nous sert également comme terreau important pour alimenter notre réflexion et les besoins et les attentes des utilisateurs pour améliorer encore et toujours nos solutions. Bon, monsieur Bourdon, en fait, nous nous sommes certainement croisés dans une vie antérieure. Bon, très honnêtement, je ne me souviens pas de vous, mais vous étiez élève du lycée Mendes-de-Biran de Bergerac, où j'ai été proviseur, et à l'époque où j'étais proviseur. Alors moi, ce qui m'intéresse, et ce qui peut intéresser les jeunes qui regardent Educavox, c'est de nous parler un petit peu de votre cheminement, de votre parcours. Alors, vous avez été au lycée Mendes-de-Biran, vous avez passé un bac? Tout à fait, j'ai été scientifique. au lycée Mendes-de-Biran de 90 à 93, j'ai passé un bac C à l'époque, en 1993, et en fait, tout est un petit peu parti de là. Alors expliquez-moi ça. Si on résume un peu les choses comme ça, puisque à l'époque, je faisais l'option informatique qui existait, qui va peut-être revenir, mais qui existait à l'époque, et dans le cadre de cette option-là, il fallait réaliser un projet, donc réaliser un logiciel avec une thématique, et donc à l'époque, j'avais choisi, mon père étant directeur d'école, de travailler sur l'informatisation de la gestion d'une école primaire. Donc, déjà? Voilà, déjà à l'époque. Et donc, vous vous souvenez du nom de votre professeur de cette option? C'était monsieur Chastan à l'époque. Ah, je me souviens, oui, tout à fait. Et monsieur Luc qui était prof de mathématiques. Et qui, je crois, est toujours professeur. Toujours à Mendes-de-Biran, tout à fait. Et donc, voilà, j'avais fait ce logiciel-là, et puis, bon, j'avais passé mon bac, j'ai eu mon bac, je suis parti en école d'ingénieur, donc, à Paris, en région parisienne, une école qui s'appelait la FIFO. Et donc, ce logiciel-là étant quand même commençant à être assez pertinent, donc mon père l'a testé, il en a parlé à ses collègues, etc. Et c'est à partir de là que j'ai après, mes compétences techniques évoluant, j'en ai fait un vrai produit que j'ai commencé à commercialiser à partir de 95, et puis de fil en aiguille, après les choses se sont enchaînées pour aujourd'hui avoir eTop tel que je vous ai décrit tout à l'heure. Alors l'Association nationale des acteurs de l'éducation suit quelques jeunes qui montent des startups. Quels conseils vous pourriez leur donner? Alors, notamment dans les startups qui sont dans l'éducation, c'est déjà d'être très persévérant, parce que le temps de l'éducation est quand même très très long. On voit bien, moi, un logiciel que j'ai finalement créé en 93, j'ai commencé à qu'il soit vraiment utilisé de manière massive
plutôt en 99-2000, donc on voit à peu Oui, près tout à fait, le oui. temps que ça prend. Sur les ENT, c'est un petit peu pareil. J'ai démarré en 2003 sur les ENT. On a commencé à vraiment avoir une baisse significative à partir de 2008-2009, donc encore une fois 5-6 ans. C'est pas toujours le temps des startups que l'on a l'habitude au Oui, jour tout d'aujourd'hui à fait. où les choses vont vite. Donc vraiment d'être patient et d'être persévérant. Par contre, c'est effectivement, c'est un métier où il faut beaucoup de passion. Faut s'investir beaucoup, alors comme dans d'autres aspects, et toujours, et je crois que c'est ça le conseil le plus important, c'est vraiment penser utilisateur avant tout, et pas forcément penser qu'est-ce que nous on va proposer à l'utilisateur, mais plutôt ce dont il a besoin et donc comment on peut répondre à son besoin. Et c'est souvent, pour en avoir suivi également certaines startups, c'est souvent le problème, notamment dans l'éducation, que l'on peut rencontrer. Écoutez, EducaVox viendra à la rencontre des enseignants que vous réunissez en Gain-les-Bains au cours de cette année. Merci beaucoup. Merci.